Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est mardi 23 juin 2026 et notre cher ami, notre frère, le professeur Marandi, est avec nous. Bienvenue parmi nous. Merci Nima. C'est toujours un grand plaisir et un honneur d'être dans ton émission. Je vais commencer par ce qui s'est passé hier et la façon dont, parce qu'une partie de ce qui s'est passé en Suisse concerne les avoirs iraniens gelés. J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, a déclaré « Nous allons débloquer les avoirs gelés, mais ils devront acheter des produits agricoles, du soja, du blé et ce genre de produits, auprès des États-Unis. » Ensuite, Donald Trump est allé plus loin. Il a dit « Ils ont besoin de nourriture, donnons-leur de la nourriture. » Et là, il ne s'agissait plus de libérer les avoirs gelés. Il a dit que cet argent, ou ces avoirs, serait versé à notre système agricole, à nos agriculteurs. Voilà où nous en sommes avec ce qui s'est passé. Alors, concernant les avoirs iraniens gelés, quel est le plan du côté iranien? Eh bien, je ne connais pas les détails concernant les 12 milliards de dollars, mais apparemment, il y a deux versements. Le premier servira à acheter des produits agricoles pour l'Iran, mais ce sont les Qataris qui vont les acheter. L'Iran leur dira quoi acheter, et les Qataris feront les achats. Il est possible que les Qataris aient un accord quelconque avec les États-Unis, mais ce sont les Iraniens qui leur donnent les détails précis, les prix et la qualité. Et ils doivent acheter ces produits avec ces fonds. N'oubliez pas que les Qataris subissent la pression des États-Unis. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'énorme explosion dans les champs gaziers du Qatar. Les dégâts ont été considérables. Et ici, beaucoup pensent que ce sont les Israéliens et qu'ils font pression sur le Qatar parce que le pays améliore ses relations avec l'Iran et essaie de jouer un rôle de médiateur pour aider à résoudre l'impasse actuelle ou la crise actuelle. Les dégâts subis par ces infrastructures essentielles sont énormes. C'est un coup très dur. Le gouvernement qatari affirme qu'il s'agit d'un problème technique, mais les gens ici semblent convaincus que ce n'était pas quelque chose de banal. Certains disent que 70 voire 80 personnes auraient été tuées. Encore une fois, je n'ai pas les détails, mais quelqu'un ici m'a dit, quelqu'un dont les informations sont en général assez fiables, que selon lui, c'est le régime israélien qui aurait mené cette opération. Donc le Qatar subit ce genre de pression. Et ce que veut l'Iran, c'est récupérer ses avoirs. Il veut récupérer ses 12 milliards de dollars. Et l'Iran prévoit d'acheter des produits agricoles. Parce que les États-Unis, pendant le blocus contre l'Iran, ont largement empêché le pays d'exporter son pétrole et aussi d'importer différents produits agricoles. Donc l'Iran doit compenser cela, surtout que, comme vous le savez, en Iran, beaucoup de produits sont subventionnés par l'État. Le pain, par exemple, et d'autres aliments coûtent bien moins cher qu'ailleurs. Le gouvernement doit donc continuer à pouvoir offrir de la nourriture bon marché aux Iraniens ordinaires, comme il l'a toujours fait jusqu'à présent. Donc en réalité, ça n'a rien à voir avec l'Iran, c'est lié au Qatar. Mais pour les 6 autres milliards de dollars, je pense que le cadre est différent. Ils ne vont pas acheter de produits agricoles cette fois-ci. Ils vont probablement dépenser directement l'argent. C'est comme ça que je le comprends. Oui, c'est ma compréhension. That's my understanding. Oui, mais le point central de la rencontre entre les deux parties, je pense que pour les Libanais, enfin, le problème du Liban avait une importance particulière pour la délégation iranienne. Parce qu'il y avait, d'une certaine manière, des répercussions. Parce que, vous savez, en Iran, il y a des gens qui ne sont pas satisfaits des négociations avec l'Occident. Ils ont leur propre vision des choses, à cause du comportement de l'Occident depuis si longtemps.
Ils ne font pas confiance à l'Occident. Et d'un autre côté, il y a la réalité sur le terrain au Liban, où chaque jour, on tue davantage de personnes, on détruit des maisons, des villages. Le président du Parlement iranien a d'ailleurs mentionné que l'une des principales raisons pour lesquelles ils ont participé à cette réunion, c'était justement la situation au Liban, parce qu'on y tue de plus en plus de gens. Alors qu'est-ce qu'on sait de tout ça? Et l'Iran, qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le résultat pour le Liban? Et en quoi cela pourrait-il être important pour l'avenir de ce qui se passe dans cette région? Eh bien, le régime israélien, et c'est un point intéressant que vous soulevez, affirme que cette énorme explosion au Qatar, qui a causé d'immenses dégâts, va avoir des conséquences durables. Ça va affecter ses exportations et aussi l'économie qatari elle-même. Et puis, en même temps, on a vu ce matin que les Israéliens ont tiré et tué 2 jeunes hommes, ou plutôt ont assassiné 2 jeunes hommes, au Liban, alors que, je crois, des routes étaient en cours de préparation. Donc, il semble que ce soit un effort systématique du régime israélien qui commence à se mettre en place pour saper l'accord. L'une des raisons pour lesquelles l'Iran a participé à ces négociations, c'était justement pour mettre fin au génocide au Liban. Mais certaines personnes en Iran sont très mécontentes de ces discussions. Elles disent que l'Iran ne fait rien pour le Liban, et même que les avoirs islanders statuer där ethiopium. Ils sont très critiques envers les négociateurs. Mais en réalité, ce n'est pas si simple que ça. Du côté iranien, ils ont fait beaucoup d'efforts pour mettre fin au massacre au Liban. Et le régime israélien, bien sûr, prend plaisir à tuer des citoyens libanais. On le sait. On sait qu'ils prennent plaisir à ce genre de choses parce qu'on le voit tous les jours à Gaza. Tous les jours, sans exception. Mais les Iraniens sont allés là-bas pour faire ce qu'ils pouvaient afin de mettre un terme à tout ça. Sauf qu'au bout du compte, l'Iran doit composer avec les États-Unis qui sont profondément influencés par le sionisme et par le régime sioniste, lequel cherche à faire échouer cette démarche. Donc pour les États-Unis, on ne sait pas vraiment quelle direction ils veulent prendre. Alors, concernant l'Iran, on ne sait pas si cet accord va tenir. Mais tant qu'il y a une chance de mettre fin à l'effusion de sang au Liban, de régler la situation dans le Golfe Persique et d'apaiser le conflit plus large entre l'Iran et les États-Unis, il faut que les Iraniens continuent à privilégier la voie des négociations. En revanche, si les États-Unis sapent l'accord ou s'ils laissent le régime israélien le faire, alors on retournera vers la guerre, ou du moins vers une forme de conflit, et ça porterait un coup terrible à l'économie mondiale. En ce moment, le détroit d'Ormuz est ouvert. Le nombre de navires qui y passent est élevé. Bien sûr, les navires iraniens circulent en grand nombre, de manière disproportionnée, ce qui profite évidemment à l'économie iranienne, qui a été sous pression pendant une très longue période. Mais en tout cas, pour le Liban, les options sont limitées. Soit l'Iran ferme à nouveau le détroit d'Ormuz, menace ensuite le régime israélien, puis le frappe avec des missiles. Soit les États-Unis exercent une pression sur ce régime pour que tout cela prenne fin. Et en ce moment, après le meurtre de ces 2 jeunes hommes, puisque le Hezbollah a déclaré qu'il ne resterait plus silencieux, il y a une forte probabilité que le Hezbollah attaque les troupes israéliennes au Liban. Le régime israélien pourrait alors riposter, et on reviendrait à un conflit. Donc, rien n'est clair pour l'instant, rien n'est certain. Tout ce processus de paix, tout ce protocole d'accord, cette voie déjà très incertaine qu'on avait imaginée à travers ce protocole, tout cela pourrait s'effondrer très facilement. Hier, le ministre israélien de la Sécurité nationale, Ben Gvir, a déclaré dans son interview
J'espère vraiment qu'un retrait du sud du Liban n'aura pas lieu. Je fais tout pour convaincre Benjamin Netanyahou que ce serait une erreur. Rester sur le terrain est important. Nous ne sommes pas seuls et nous avons besoin de liberté d'action à Dahiya. Nous avons besoin de liberté d'action à Beyrouth, partout. C'est cet état d'esprit auquel l'Iran s'oppose et contre lequel il essaie de tout faire. Donc ils veulent cette liberté d'action, pas seulement dans le sud du Liban. Je veux dire, vous avez vu son tweet. J'espère que vos téléspectateurs l'ont tous vu. Je l'ai publié d'ailleurs. Et en gros, il prône un massacre de masse au Liban, comme il le fait sans arrêt. Quand il parle de liberté d'action à Dahiya, il veut dire raser Dahiya. Et il se vante d'avoir rasé le sud du Liban. Quand il dit que pour chaque larme d'une mère israélienne, il devrait y avoir 1000, voire des milliers de Libanais en pleurs. Ce n'est pas 1000 larmes. C'est une larme, des milliers qui pleurent. C'est un monstre génocidaire. Et c'est une figure clé du gouvernement. Ce n'est pas quelqu'un de marginal. Ce ne sont pas des courants politiques marginaux en Israël. C'est le courant dominant. C'est la société israélienne. C'est ce que pensent les Israéliens ordinaires. L'immense majorité d'entre eux est animée par une idéologie et des objectifs qui, selon moi, relèvent d'une logique génocidaire. L'Iran, lui, fait face à des monstres. Et c'est pour ça que je pense qu'il est tout à fait possible que cet accord s'effondre dans les jours ou les semaines à venir. Personne ne devrait avoir la moindre certitude qu'il n'y aura pas de nouvelle guerre, que le détroit d'Ormuz ne sera pas de nouveau bloqué ou que le monde ne se dirigera pas vers une dépression économique. Alors, la vraie question c'est, que veulent faire les États-Unis? Vance peut, si vous voulez, se vanter de ses succès à la table des négociations. Trump, lui, peut lancer ses menaces. Oui, on dirait qu'on a perdu le professeur Marandi. Il va revenir avec nous. Hier, on avait Donald Trump. On lui a posé une question sur le cas du Liban. Je ne sais pas si vous avez vu ces images. On lui a demandé « Est-ce que vous allez obliger Benjamin Netanyahou à quitter le Liban ?» Et il a répondu « Comment savez-vous que je vais faire ça ?» Voyons si le professeur Marandi revient. Oui, en gros, c'est ce que Donald Trump a dit aux journalistes hier. Ah, le professeur Marandi est de retour. D'accord, désolé, il faut que je fasse quelque chose pour cette connexion. Mais en tout cas, les Iraniens n'accepteront pas de violation de l'accord. Et ils n'accepteront pas non plus les Américains. Je veux dire, les Américains peuvent présenter les choses comme ils veulent. Ils peuvent faire semblant d'obtenir des concessions à la table des négociations. Le protocole d'accord est très clair. Les exigences de l'Iran le sont aussi et ces exigences doivent être appliquées. Le régime israélien doit quitter le Liban et arrêter de tuer. Ils ont tué 2 personnes aujourd'hui. Donc, il y aura peut-être des conséquences de la part du Hezbollah et d'autres conséquences aussi. Qui sait? Mais je pense qu'on s'avance vers des eaux dangereuses. Les États-Unis doivent lever le blocus. C'est fait. Les États-Unis doivent lever les sanctions. C'est fait pour l'instant. Et les États-Unis doivent restituer les avoirs iraniens. Les États-Unis peuvent jouer sur les mots et faire semblant que l'Iran est humilié, que l'Iran a besoin de nourriture, que le peuple meurt de faim et qu'ils vont acheter des produits agricoles irano-américains. Cet argent, il est dans les banques américaines. Il a déjà été volé par les Américains. Le fait qu'il revienne en Iran, c'est une perte pour les États-Unis, parce que ces 12 milliards, plus les autres 12 ou 13 milliards, c'est de l'argent que les États-Unis utilisent pour leur propre économie. Cet argent va être retiré. Alors, si les Qataris vont acheter certains produits aux États-Unis, admettons que ce soit le cas, malgré tout, c'est une perte nette pour l'économie américaine, parce que cet argent sera retiré de l'économie américaine. Oui, des produits agricoles seront exportés,
Mais dans l'ensemble, les avoirs, l'argent, la richesse, tout cela partira vers l'Iran, à part, disons, le bénéfice que les agriculteurs vont en tirer. Hier, on a demandé à Donald Trump ce qu'il pensait de Benjamin Netanyahou et s'il comptait lui mettre la pression concernant la situation au Liban. Voici ce qu'il a répondu. Tiens, voilà une autre. C'est quoi celle-là? Eh bien, plus tôt dans la journée, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a déclaré que ses forces ne quitteraient pas le Liban. C'est là que ça bloque. À qui est-ce qu'il a dit ça? Il l'a dit publiquement en Israël. Bon, on va regarder ça de près. Qu'est-ce que vous feriez pour être sûr qu'il ne sabote pas l'accord? Eh bien, je ne vais pas vous dire ce que je vais faire, mais le problème sera réglé. Je suis quelqu'un qui résout les problèmes. Je les règle très vite, y compris avec Bibi. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. En gros, il dit que s'il le veut, il peut faire pression sur Benjamin Netanyahou pour qu'il se retire du Liban. Et il a ce genre de... Mais il faut garder à l'esprit que la seule raison pour laquelle Trump parle de cette façon, c'est la pression iranienne. Sans cette pression, il ne dirait pas ça. Il sait très bien que les Iraniens ont des moyens de pression et qu'ils sont tout à fait prêts à s'en servir. La question du Liban, pour l'Iran, c'est évidemment une question morale. Le Liban a fait d'énormes sacrifices pour les Palestiniens, pour sauver Gaza, et les Iraniens ne vont certainement pas reculer. Gaza, bien sûr, c'est un autre gros sujet que les Iraniens vont aborder pendant les négociations. Le protocole d'accord, lui, ne s'effondre pas. Mais le problème, bien sûr, avec Gaza, c'est que le Hamas, sous la contrainte et sous la pression des pays de la région, la Turquie, le gouvernement jordanien, l'Égypte, bref, les régimes de la région, ont accepté le cessez-le-feu. Le souci maintenant, c'est que ce cessez-le-feu est violé. Et pourtant, les pays qui l'avaient approuvé, lors de cette réunion en Égypte, où ils avaient tous participé avec Trump, eh bien, aucun d'entre eux ne dit quoi que ce soit. Alors, quand l'Iran essaie ou veut intervenir pour dire aux Américains qu'ils doivent faire quelque chose à propos de Gaza, les Américains répondent « On s'en est déjà occupé. On a déjà réglé ce problème avec nos partenaires à Ankara, au Caire, à Amman et ailleurs. » C'est donc un problème que les Iraniens vont devoir gérer eux-mêmes. Mais dans le cas du Liban, l'Iran est très sérieux. Et il n'y a pas de cessez-le-feu là-bas, contrairement à ce que Trump prétend. L'attaque contre le pays est bien plus large, bien plus meurtrière que ce qu'on voit actuellement à Gaza, même si des gens y sont tués chaque jour. Trump sait très bien que l'Iran ne va ni détourner le regard, ni se retirer. Et c'est uniquement pour cette raison qu'il dit vouloir parler avec Netanyahou, qu'il se présente comme un homme capable de résoudre les problèmes et qu'il affirme pouvoir exercer des pressions. Tout ça, c'est uniquement à cause de l'Iran. Professeur Marandi, vous avez évoqué la question de la Palestine, et je pense aussi à celle du Liban, liée à la Palestine. Aujourd'hui, nous avons entendu le ministre des Affaires étrangères de la Russie. Il a dit que nous devrions tous avoir honte de ne pas avoir résolu la question palestinienne. Le même jour, il y a eu une rencontre entre les États-Unis et l'Iran, en Suisse, et une autre réunion s'est tenue au Caire, avec le Pakistan, la Turquie et l'Arabie saoudite. D'ailleurs, les ministres des Affaires étrangères des 4 pays participaient à cette rencontre. Et le sujet principal, c'était l'Égypte, l'Arabie saoudite, le Pakistan et la Turquie qui se réunissaient pour discuter de l'accord entre l'Iran et les États-Unis. En gros, le principal problème, c'était pas seulement l'accord entre l'Iran et les États-Unis, mais toute la région,
y compris le Liban et la Palestine. Vous voyez, quand on entend le ministre russe des Affaires étrangères parler de cette manière, est-ce que vous percevez un mouvement dans la région, une tentative de rassembler tout le monde avec un certain soutien? Parce que vous avez mentionné que l'Iran a ses limites concernant la question palestinienne. À cause de cet accord de paix et de ce cessez-le-feu entre les États-Unis, certains États arabes et la Turquie. Alors, où en est-on aujourd'hui? Quelle est la situation sur ce plan-là? Non, je ne pense pas que ces 4 pays vont faire quoi que ce soit pour soutenir les Palestiniens. Je crois qu'ils sont malheureusement plus préoccupés par l'Iran que par la Palestine. Certains ne seront peut-être pas d'accord avec moi, et j'espère me tromper, mais cette réunion n'a pas été convoquée pour sauver le Liban ou pour sauver Gaza. Elle l'a été en réaction aux événements dans le Golfe Persique, et au fait, les États-Unis ont perdu la guerre contre l'Iran. Donc je ne pense pas que ces 4 pays réussiront vraiment à travailler ensemble d'ailleurs. Et il y a beaucoup de raisons à cela. Deux d'entre eux traversent une situation économique vraiment difficile. L'Arabie saoudite a ses propres problèmes, et la Turquie aussi. Le monde d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui d'il y a 1 an ou 2. Les choses changent, mais cette réunion n'avait rien à voir avec Gaza ou le Liban. L'idée, c'était surtout de réfléchir à ce qui va se passer maintenant que l'équilibre des forces s'est déplacé, qu'il s'est éloigné des États-Unis pour aller vers l'axe de la résistance. Ça ne veut pas dire que les États-Unis se sont effondrés ou que le régime israélien est en train de s'écrouler. Mais il y a bien eu un changement dans l'équilibre des forces. Et je pense que c'est ça qui préoccupe ces 4 pays ou ces 4 États. L'un des espoirs de beaucoup de gens, c'est que le nouvel atout que l'Iran a gagné grâce au détroit d'Ormuz, notamment en se rapprochant peut-être des pays du Golfe, puisse ouvrir la voie à une forme de compréhension mutuelle, que ce soit sur la question de l'axe de la résistance ou sur le dossier palestinien. Et aujourd'hui encore, Lavrov, à propos de la Palestine, a rappelé qu'il ne faut pas oublier ce qui se passe en Cisjordanie, où tout est fait pour qu'aucun État palestinien ne voit jamais le jour. Alors, selon vous, avec la nouvelle réalité de la région, on n'est pas encore dans l'après-guerre, mais plutôt dans le processus qui vise à y mettre fin. Est-ce que, avec le temps, les relations qui vont émerger à cause de cette guerre, à cause de ce qui s'est passé jusqu'ici, pourraient d'une manière ou d'une autre aider le peuple palestinien? Eh bien, je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment proche de la fin de la guerre. On pourrait très bien se diriger vers une nouvelle phase de combat. Tout est possible, même si je sais qu'il serait très difficile pour les États-Unis de mener une autre guerre et que ce serait catastrophique pour eux de le faire. Mais le régime israélien pousse dans ce sens, donc il ne faut pas accorder trop de confiance à l'idée que tout cela est terminé. Et l'Iran, bien sûr, ne veut pas fermer le détroit d'Ormuz. Au contraire, il veut le garder ouvert autant que possible, parce que c'est une artère vitale pour l'économie mondiale. Des milliards de personnes dans le monde en dépendent. Et donc l'Iran souhaite, en réalité, un retour à la normale et la poursuite des échanges. Mais au bout du compte, si les États-Unis ne mettent pas de côté leur politique actuelle et ne s'orientent pas vers une approche plus raisonnable, je vois un risque élevé de reprise du conflit et de fermeture du détroit d'Ormuz. Je ne peux pas donner de pourcentage, mais honnêtement, je ne peux pas dire que je sois confiant quant à une évolution vers la paix. Je suis d'accord pour dire que l'état d'esprit dans le monde a changé et que le régime sioniste est aujourd'hui universellement méprisé. Et je pense que cela aura des conséquences.
Mais à part l'Iran, je ne crois pas qu'on en soit à un stade où quelqu'un d'autre va agir. La déclaration du ministre russe des Affaires étrangères est évidemment importante, mais la Russie ne va pas rompre ses relations avec le régime israélien, ni le sanctionner. La Chine non plus. La Turquie ne va pas couper ses liens économiques, ni interrompre le transport d'énergie, qui est essentiel. L'Égypte ne fera rien. Le chef Jolani, lui, essaye de rester en dehors de tout ça. Il ne parle même pas de reconquérir les territoires clés qui, à cause de lui, ont été perdus face aux Israéliens après la chute du gouvernement syrien. Donc je ne vois pas de véritable défense pour les Palestiniens, à part l'axe de la résistance, malheureusement. Mais si on compare, l'Iran est aujourd'hui dans une position plus forte qu'avant. Les États-Unis et le régime israélien, eux, sont dans une position plus faible. Cela ne veut pas dire pour autant que le régime israélien va céder le Liban. Je ne vois pas ça arriver. Sauf s'il y a une pression énorme et que les Américains finissent par reconnaître qu'ils n'ont pas d'issue. Et ce qui m'inquiète, c'est que les Israéliens, par colère et par frustration, intensifient les massacres à Gaza pour se sentir mieux face à la perte du Liban et qu'ils commettent encore plus de crimes en Cisjordanie pour compenser cette perte. C'est ça ma crainte aujourd'hui. Nous avons eu le président du Parlement iranien, accompagné du ministre des Affaires étrangères, qui se sont rendus à Oman, juste après leur retour de Suisse. Où en est le nouveau mécanisme pour le détroit d'Ormuz? Est-ce que c'est en train de définir le nouveau cadre? Oui, sans aucun doute. Les Iraniens vont commencer à percevoir des frais une fois que ces 2 mois seront passés. À condition, bien sûr, que nous arrivions au bout de cette période sans que le protocole d'accord ne s'effondre. Et ils sont en train de négocier avec Oman pour être pleinement coordonnés sur la manière de mettre en œuvre cette politique. Ce n'est pas seulement une question de frais. Il s'agit aussi de contrôler le Golfe Persique pour s'assurer qu'il ne devienne pas une nouvelle plateforme d'agression. L'Iran entretient d'ailleurs d'excellentes relations avec Oman parce qu'Oman a choisi de ne pas s'impliquer dans la guerre, contrairement aux 5 autres pays: l'Arabie saoudite, le Qatar, Bahreïn, les Émirats et le Koweït, qui ont aidé les États-Unis dans leur offensive contre l'Iran. Oman est resté à l'écart. Et c'est pour cela que l'Iran veut donner la priorité à cette relation. Et d'ailleurs, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, on en a déjà parlé, les Iraniens sont aussi en train de négocier avec ces 5 pays. Et il y a eu certains succès. Des progrès réels ont été faits pour renforcer la relation. On l'a vu lors des derniers conflits militaires, quand les États-Unis attaquaient l'Iran et violaient le cessez-le-feu, et que l'Iran répliquait de manière très ferme. Il n'a pas frappé les Émirats, il n'a pas frappé l'Arabie saoudite, et il n'a pas frappé le Qatar. Ce qu'il a fait, c'est viser des cibles américaines, à Bahreïn et au Koweït, puis la dernière fois, en Jordanie. Il y avait donc clairement une raison, malgré la forte présence militaire américaine en Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats, pour que l'Iran n'attaque pas de cibles dans ces 3 pays. Cela montre bien que les négociations entre l'Iran et ces 3 États ont davantage progressé que celles avec les 3 autres, qui restaient en pleine coopération avec les États-Unis. Je pense que ce serait un cauchemar pour Israël si quelque chose de ce genre arrivait. S'ils sont en train de négocier, je ne sais pas quelle est la nature exacte des discussions entre les 2 parties, l'Iran et les pays du CCG. Parce que, pendant très longtemps, professeur, vous le savez, la région a souffert de cette division entre les pays, entre l'Iran et le Conseil de coopération du Golfe. Et Israël était derrière toutes ces politiques. Il voulait tout saboter. Vous avez mentionné le cas du Qatar, il y a seulement 2 jours. Et les Iraniens pensent que l'explosion, vous avez parlé de cette explosion. Eh bien, peut-être que du point de vue iranien, Israël était derrière tout ça. Une opération sous fausse bannière, quelque chose de ce genre.
Pas forcément une opération sous faux drapeau. Je pense que l'idée, c'est que les Israéliens ont mené cette attaque pour punir le Qatar, parce qu'il coopère avec l'Iran et qu'il essaye de faire avancer le protocole d'accord. Oui, mais c'est justement pour ça qu'Israël n'est pas content. Israël ne veut pas d'un meilleur rapprochement entre l'Iran et les pays du CCG. Vous pensez que, avec le temps, après tout ce qui s'est passé jusqu'ici, la compréhension du côté des pays du CCG pourrait s'améliorer? Parce que, franchement, moi je ne vois pas beaucoup d'obstacles du côté iranien pour améliorer leurs relations avec eux. Mais on voit bien comment eux perçoivent l'Iran. Comme un ennemi, comme une sorte de menace pour la sécurité régionale. Alors qu'il n'y a rien dans l'histoire qui justifie ça. On ne comprend pas pourquoi. Pourquoi ont-ils peur de l'Iran? L'Iran ne les a jamais attaqués. D'où vient cette peur? Et est-ce qu'ils expriment vraiment leurs inquiétudes quand il s'agit de l'Iran? En fait, c'est tout le contraire. Après la Révolution, quand les États-Unis ont encouragé Saddam à envahir l'Iran, ces pays ont fourni à Saddam Hussein des centaines de milliards de dollars, surtout le Koweït et l'Arabie saoudite. Ils étaient en première ligne de cet effort. Ils ont donc participé au massacre d'un grand nombre d'Iraniens pendant cette guerre qui a duré presque 8 ans. Ironie du sort, à cette époque, parmi ces 5 pays, celui qui entretenait les meilleures relations avec l'Iran, c'était les Émirats. Et, en comparaison, ils ont causé moins de tort à l'Iran que les autres. Mais après cette guerre, quand Saddam a envahi le Koweït, l'un des pays qu'il avait le plus aidé à tuer des Iraniens dans sa guerre d'agression, ces pays ont décidé d'améliorer leurs relations avec l'Iran. Et l'Iran a accepté. Pendant une période assez longue, les relations entre l'Iran et ces 5 pays étaient plutôt bonnes. Pas parfaites, mais plutôt bonnes. Puis bien sûr, il y a eu la guerre de l'an dernier, dont on marque aujourd'hui l'anniversaire, la guerre de 12 jours. C'est l'anniversaire de cette période. Ils ont aussi participé à la guerre contre l'Iran parce qu'il s'agissait d'une guerre américano-israélienne. Les États-Unis, avec leurs avions, aidaient les chasseurs israéliens à se ravitailler en vol. Leur système radar, installé dans ces pays, ainsi qu'en Jordanie et en Turquie, était utilisé contre l'Iran. Et la Jordanie, elle, a toujours travaillé à 100% en faveur des Israéliens, pour tenter d'abattre des drones, des missiles, et ainsi de suite. Mais les systèmes radars de tous ces pays fonctionnaient pour aider les Israéliens contre l'Iran. Ce serait donc la deuxième guerre, puis la troisième, celle-ci. Bien sûr, toutes ont soutenu Al-Qaïda et Daesh dans le cadre de la sale guerre menée par les États-Unis contre la Syrie. Elles l'ont toutes financée. Ce sont donc les Iraniens qui ont des griefs. Mais si ces pays sont prêts à s'éloigner de leurs anciennes politiques de guerre menées par les Américains, alors, sans aucun doute, l'Iran serait tout à fait disposé à améliorer la relation. Parce que, pour l'Iran, ce sont des voisins avec lesquels il faut bien vivre, qu'on le veuille ou non. Et comme vous l'avez justement souligné, l'Iran n'a jamais fait la guerre contre eux, alors qu'eux ont fait la guerre à l'Iran et qu'ils ont soutenu des guerres contre l'Iran. Donc en ce moment, il y a un dialogue en cours. Comme je l'ai dit, il y a eu quelques progrès, mais le déclin relatif des États-Unis et la politique plus ouverte du régime israélien pour poursuivre le projet du Grand Israël créent, je pense, davantage de peur. Donc, il y a une possibilité de changement, mais je ne sais pas jusqu'où ce changement peut aller. Je ne sais pas dans quelle mesure ces pays sont prêts à affirmer une certaine souveraineté dans ces conditions. Ils restent encore très liés au camp américain. Regardez Erdogan, par exemple. Il dirige un pays très important, avec une grande population, mais il continue d'acheminer du pétrole vers Israël. Alors, quand on voit Erdogan
continuer à agir comme un allié des États-Unis et ne rien faire pour freiner le régime israélien, il ne faut pas s'attendre à grand-chose de la part du Koweït, des Émirats ou du Qatar. Oui, l'autre point évoqué par J.D. Vance, c'est le programme nucléaire iranien. Il a dit que bientôt, on allait envoyer des inspecteurs, que l'AIEA allait dépêcher ses inspecteurs en Iran pour examiner les installations sur place. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur ce dossier? Non, c'est pas comme ça. Rien de nouveau ne se passe sur ce front. Les gens devraient... Enfin, certains Iraniens font aussi cette erreur. Ils écoutent Trump ou ils écoutent Vance. Et je ne comprends pas pourquoi, après tous les mensonges que ces gens ont racontés depuis toujours, mais surtout depuis le début de la guerre, je ne vois pas pourquoi certains sont assez naïfs pour croire leur version des faits. Vous savez, cette idée qu'Iran achèterait des produits américains, qu'Iran laisserait entrer les inspecteurs, qu'Iran ferait ci ou ça, non, c'est pas vrai. Il n'y a aucun changement sur ce point. Vous m'entendez bien? J'ai été coupé? Oui? D'accord. C'est bon. OK, parce que j'avais perdu ton image. Rien de nouveau sur le front nucléaire. Souvenez-vous, l'AIEA en Iran, on en a déjà parlé. L'AIEA se rend bien en Iran. Par exemple, la centrale nucléaire de Bushehr, ils l'ont visitée. Les Russes y sont présents. Donc voilà, ce ne sont pas des sites, c'est une centrale nucléaire ordinaire, comme il en existe ailleurs dans le monde. L'Iran n'a aucun problème à ce que l'AIEA visite Bushehr ou l'installation expérimentale de Téhéran. Ce ne sont pas des sujets de tension. Les vrais problèmes, ceux qui ne sont toujours pas réglés et ne le seront pas pour l'instant, concernent les sites que les Américains ont bombardés, là où se déroule l'enrichissement iranien. Non, à ce sujet, il n'y a eu aucun changement de politique et rien de concret n'a été discuté à la table des négociations. Parce que d'abord, il faut régler les questions de la première phase. Les avoirs de l'Iran doivent être libérés et la situation au Liban doit être résolue avant qu'on puisse passer à des sujets plus importants dans la deuxième phase. Et là, on parle du programme nucléaire iranien et bien sûr du régime de sanctions. Les sanctions de pression maximale imposées par les États-Unis et leurs alliés contre l'Iran. Donc non, personne ne l'a fait. Encore une fois, il ne faut pas... Évidemment, Vance va dire qu'il a obtenu beaucoup et qu'il a eu le meilleur accord, mais quiconque regarde le protocole d'accord et sa mise en œuvre peut voir clairement que l'Iran a l'avantage dans cette affaire. Oui. Professeur Marandi, pendant qu'on parlait, je voyais les images du président iranien en visite au Pakistan. Il vient tout juste d'arriver là-bas. Et on voit bien que la relation entre l'Iran et le Pakistan est en train d'évoluer. La guerre a commencé, puis on a vu une délégation pakistanaise jouer un rôle de facilitateur dans les discussions entre l'Iran et les États-Unis. Et maintenant, le président iranien se rend au Pakistan. Quelle est l'importance de cette visite? Parce que cela pourrait aussi concerner les pays du CCG. Et le Pakistan pourrait en tirer profit si, puisque toute la région, on en parlait, réfléchit, même si on ne sait pas à quel point c'est réaliste, à une nouvelle architecture de sécurité régionale. Le Pakistan pourrait en faire partie. La Turquie aussi pourrait y participer. Mais vous avez évoqué les difficultés, notamment les difficultés réelles avec la Turquie. Malgré tout, il existe des terrains d'entente sur lesquels travailler. Et le Pakistan le montre. Alors, quelle est l'importance du Pakistan aujourd'hui? Eh bien, je pense que la sécurité du Golfe Persique devra au bout du compte être assurée par les 8 pays de la région. Ces pays n'ont pas vraiment le statut ni la position pour jouer un rôle majeur dans le Golfe Persique. Mais oui, quand on parle de stabilité et de sécurité régionale, les 4 pays qui se sont réunis plus tôt, dont le Pakistan,
ont tous un rôle important à jouer. L'Iran développe ses relations bilatérales avec le Pakistan, en partie à cause de la guerre. Il diversifie aussi ses échanges commerciaux en s'éloignant des Émirats et cherche à renforcer ses liens avec Oman, ainsi que les routes commerciales qui passent par le Pakistan. Pendant cette période, certains produits iraniens qui ne pouvaient pas passer à cause du blocus, qui ne pouvaient pas arriver directement en Iran, transitaient par le Pakistan. Il faut dire aussi qu'il existe une liaison terrestre entre le Pakistan et la Chine. Donc les liens de l'Iran avec la Chine passent par l'Asie centrale, l'Afghanistan et le Pakistan. L'Afghanistan, bien sûr, dans des conditions très difficiles, avec un gouvernement très peu capable, n'a pas les infrastructures nécessaires pour permettre un commerce important entre l'Iran et la Chine, ni pour devenir une voie sérieuse d'expansion des échanges. Mais le Pakistan, c'est différent. Les Iraniens utilisent désormais les ports pakistanais, et la route terrestre vers la Chine joue aussi un rôle essentiel. Ainsi, grâce aux États-Unis, la relation entre l'Iran et le Pakistan s'est renforcée. La relation entre l'Iran et Oman s'est renforcée. Celle entre l'Iran et la Chine s'est aussi développée. Et les liens avec la Russie se sont beaucoup intensifiés. Donc je pense que, comme vous l'avez vu aujourd'hui, le président du Parlement s'est rendu à Oman, le président est allé au Pakistan, et on vient d'annoncer que le docteur Khalibaf se rendra bientôt en Chine. Tout cela me paraît logique dans le contexte de la situation actuelle qui évolue rapidement. Mais au bout du compte, comme je l'ai déjà dit, quand il s'agit du Golfe Persique, si on veut la paix et la stabilité, il faut agir vite. L'attention doit se concentrer sur les 8 pays du Golfe Persique. Et les autres pays, ceux qui n'ont pas de part dans le Golfe, je ne pense pas qu'ils puissent vraiment y jouer un rôle important. Corrigez-moi si je me trompe, mais le programme nucléaire iranien sera abordé en même temps que les sanctions, celles de l'AIEA et de l'ONU, ainsi que les sanctions primaires et secondaires, juste après les premiers points, c'est-à-dire le cas du Liban, les avoirs gelés et d'autres questions traitées avant d'en arriver là. Il n'y aura donc pas de négociations sur le programme nucléaire iranien. C'est le cas. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionnerait, mais je pense que tout vrai progrès devra attendre que ces questions soient réglées. En d'autres termes, tant que la question du Liban, celle des avoirs iraniens, ne seront pas résolues, tant qu'on ne verra pas de mouvement dans la bonne direction, il ne pourra pas y avoir de véritable avancée dans ces discussions. Pour l'instant, encore une fois, le blocus a été levé, les sanctions ont été levées, mais la question des avoirs iraniens reste entière. Peu importe ce que Trump ou Vance peuvent dire, ils doivent rendre ces avoirs. Alors, on peut dire que le Qatar achète ceci ou cela aux États-Unis, mais cette richesse quitte les États-Unis pour retourner en Iran. Les États-Unis vont peut-être en tirer, je ne sais pas, quelques dizaines de millions de dollars de bénéfices grâce au Qatar, mais ils vont perdre 12 milliards de dollars qu'ils avaient volés à l'Iran. Donc, peu importe comment on le regarde, ce ne sera pas un succès pour les États-Unis. Mais en ce moment, on voit que la situation au Liban est très dangereuse, vraiment très dangereuse. Et tant que ces problèmes ne seront pas réglés, tant qu'on ne verra pas de vrais progrès, des progrès constants, eh bien non, il n'y aura pas d'avancée sur les discussions concernant le programme nucléaire et les sanctions. Et il faut se rappeler que ce n'est pas seulement une question de programme nucléaire, c'est aussi l'ensemble des sanctions que les États-Unis ont imposées à l'Iran. Et l'Iran est le pays le plus sanctionné au monde. Enfin, les Russes, eux, pensent qu'ils le sont encore plus que l'Iran. Je ne sais pas exactement. Je ne sais pas quel régime de sanctions est le plus étendu.
mais l'Iran est sous sanctions depuis très très longtemps. Donc, lever ces sanctions, ce n'est pas quelque chose sur lequel les Iraniens vont faire des compromis. Si les Américains veulent un compromis sur le programme nucléaire iranien, ils vont devoir apporter de gros changements au régime de sanctions. L'Iran n'acceptera pas un nouvel accord comme le JCPOA. Le programme nucléaire iranien est aujourd'hui bien plus avancé qu'il ne l'était en 2015. Il est beaucoup plus développé sur le plan technologique. Et l'Iran ne va pas arrêter l'enrichissement ni mettre fin à son programme nucléaire. Donc, s'il doit y avoir un accord, au bout du compte, ça voudra dire que les États-Unis devront lever ces sanctions. Et je ne pense pas que ça arrivera, parce que Trump n'a pas le poids politique nécessaire pour forcer le Congrès, même s'il le voulait, à faire bouger les choses. Les deux partis, démocrates comme républicains, sont profondément, mais alors profondément, sous l'influence du régime israélien. Et ce régime ne veut pas de normalisation entre l'Iran et les États-Unis. En ce moment, comme on l'a dit tout à l'heure, il pousse à plus de guerre. Il cherche à faire échouer cet accord. Et comme je l'ai déjà dit, je pense qu'ils ont de bonnes chances d'y parvenir. Al-Jolani, en Syrie. Al-Shara a dit que si le besoin se présentait de s'asseoir avec le Hezbollah, lui, il croit au dialogue, et qu'il allait s'asseoir pour discuter avec le Hezbollah. Il a dit la veille que sans le Hezbollah, on ne peut pas parvenir à un accord. Il faut parler avec le Hezbollah. Le Hezbollah fait partie du Liban. Est-ce que vous pensez qu'il commence à comprendre l'importance du Liban, de la souveraineté du Liban? Parce que ça pourrait aussi conduire à la souveraineté de la Syrie. Et ça, c'est important. Le seul problème, c'est que, oui, la seule raison pour laquelle il dit ça, c'est parce que l'Iran a gagné la guerre. Et la seule raison pour laquelle il le dit, c'est que contrairement à la propagande qu'on entend depuis 1 an et demi, 2 ans, le Hezbollah est très puissant au Liban. Sur le champ de bataille, le Hezbollah a remporté cette guerre. C'est pour ça que les Israéliens massacrent des familles. Même Trump, ce psychopathe, a dû reconnaître que les Israéliens rasaient des immeubles juste pour atteindre un membre du Hezbollah, même si ce n'est pas vrai. En réalité, ils bombardent des bâtiments et anéantissent des familles dans leur colère, parce que le Hezbollah frappe leurs chars, détruit leurs véhicules et tue leurs soldats. Mais je pense que Shara ne disait rien de tout ça il y a encore quelques semaines. Il ne disait pas ça pendant la guerre. Pendant la guerre, ce qu'il essayait de faire, c'était de fermer la frontière entre la Syrie et le Liban pour empêcher l'Iran de faire passer de l'aide au Liban. Donc, ce changement de ton reflète bien le changement de situation sur le terrain. C'est clairement un atout pour les États-Unis, il n'y a aucun doute là-dessus. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs meurtres très suspects dans le nord de la Syrie, visant des dirigeants liés à Al-Qaïda et à Daesh. On pense qu'il coopère avec les Américains pour éliminer beaucoup de ses anciens alliés, parce qu'ils sont mécontents de lui, parce qu'il agit différemment de ce qu'ils attendaient. Il a beaucoup de problèmes chez lui. La pauvreté en Syrie est extrêmement élevée. Il n'y a plus d'armée. Le pays est en plein chaos. Il n'y a aucune sécurité. Différentes factions contrôlent différentes zones du pays. Il n'est pas en position d'attaquer le Liban. Et bien sûr, s'il essayait de le faire, la résistance irakienne a déjà dit qu'elle entrerait en Syrie. L'Iran, évidemment, qui sait faire face aux États-Unis et au régime israélien, peut très bien s'occuper d'eux aussi. Donc, vous voyez, le monde a changé et c'est pour ça que son discours change lui aussi. Ce n'est pas comme s'il avait eu une révélation ou quoi que ce soit du genre.
Il y a tout juste quelques instants, les forces israéliennes ont ouvert le feu sur une équipe de défense civile de l'Organisation islamique de la santé, ainsi que sur plusieurs citoyens, alors qu'ils tentaient de récupérer les corps des victimes sous les décombres à Nabatie. Ils les ont attaqués et frappés. Et le Hezbollah a réagi en déclarant que la résistance islamique avertit, c'est bien ce qu'a dit le Hezbollah, que ce que l'ennemi a fait constitue une violation flagrante du cessez-le-feu que la résistance respecte jusqu'à présent. Voilà le genre de choses qu'on voit. Oui, c'est bien le plan. C'est le plan. Le Premier ministre israélien, Netanyahou, tout ça est prévu. Ils vont commencer à tuer des Libanais pour provoquer une riposte qui viendra et ensuite tout s'effondrera. C'est ça que Netanyahou prépare. On pourrait donc se diriger vers la fermeture du détroit d'Ormuz. On pourrait aller vers de violents combats au Liban, des échanges de missiles entre l'Iran et le régime israélien, et au bout du compte, une guerre entre l'Iran et les États-Unis. C'est ce que Netanyahou veut, et il pourrait bien y parvenir. Les Iraniens, eux, ne reculeront pas. Et je pense qu'on a déjà vu que les États-Unis n'ont pas la capacité de gagner une guerre contre l'Iran. En Iran, on pense que les États-Unis pourraient tenter une attaque terrestre, qu'ils pourraient lancer une opération très intensive contre le pays et essayer de prendre du territoire, notamment le détroit d'Ormuz. Mais ils n'y arriveront pas. Les Iraniens se préparent depuis des décennies à une telle guerre. Et on l'a déjà vu pendant la guerre de 39 jours. L'Iran a réussi à vaincre les États-Unis, à un coût énorme, bien sûr. Mais cette fois, je pense qu'il n'y aura plus aucun espoir pour l'économie mondiale si cela se produit. Merci. Merci beaucoup, professeur Marandi, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un vrai plaisir. Merci, Nima. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est toujours un vrai plaisir.